are going live now. Bonsoir tout le monde, est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un pourrait répondre dans les Q&A? Vous avez l'option de Q&A. OK. Parfait, il y a plusieurs qui m'ont répondu. On va attendre encore 2 minutes pour commencer bien à 5. On est déjà à 65. C'est quand même une bonne audition. 68, ça monte. Bon, bonsoir, mesdames et messieurs. Le Comité pour la promotion de la science, les Rexus et l'Université de Sherbrooke vous donnent la bienvenue à cette présentation. Je suis Georges Léon, coordinateur du Comité pour la promotion de la science et étudiant doctoral au département de biologie. Ce soir, nous allons avoir professeur Victor Steinle du département de biologie qui va nous parler sur les nouvelles technologies employées dans les vaccins pour la COVID-19. Professeur Victor donne différents cours d'immunologie depuis plusieurs années et il fait la recherche sur la régulation génique des mécanismes de présentation d'antigènes dans la réponse immunitaire. Moi, je serai le modérateur pour cette soirée. Pendant la présentation, je vais lire le chat et les questions. Et s'il y a une question qui je juge fondamentale pour la compréhension de la présentation, nous allons répondre tout de suite. Sinon, je vous prie de laisser les questions pour la fin. Et si jamais il y a des questions qu'on n'arrive pas à répondre à cause du temps ou autre, vous pouvez toujours nous écrire à promotion.rexus@commercial.sherbrooke.ca et ça va être mon plaisir de vous répondre. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec professeur Victor Stein. Sir. Merci Jorge, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Victor Steimle, je suis professeur ici au département de biologie depuis 2003.
J'enseigne en immunologie et dans ce contexte-là, je m'intéresse évidemment aux vaccins. J'ai commencé à donner des conférences grand public en 2005 dans le contexte de menaces de influenza pandémique H5N1, c'était à l'époque. J'avais donné quelques conférences et ce que je vais vous raconter ce soir est basé sur un cours que j'ai donné dans le contexte de mon cours d'immunologie. C'est la 3e fois que je donne cette conférence, alors j'espère que chaque fois ça s'est amélioré un petit peu et on verra ce que ça donne. J'en ai pour à peu près 1 heure, un petit peu plus qu'1 heure. Il y a tellement des choses à vous raconter que c'est difficile à faire le choix ici. Vous avez un peu les sources que j'ai utilisées. Ça bouge tellement rapidement, c'est absolument incroyable. Si vous regardez dans le recueil de littérature scientifique PubMed avec le mot-clé Covid-19, vous êtes en date d'aujourd'hui à 75 000 publications. Alors, il faut vraiment essayer d'imaginer ça, 75 000 publications. Presque 5000 publications pour Covid-19 et vaccins. Alors, c'est absolument incroyable. On va parler ce soir, évidemment, des vaccins. Il y a à peu près 200 vaccins qui sont en développement actuellement. Il y a 48 en phase clinique selon l'Organisation mondiale de la santé. On a en phase 3 clinique, je vais vous expliquer tout à l'heure ce que ça veut dire en phase 3 clinique. On en a une douzaine en ce moment. On s'attend que d'ici la fin de l'année, il va y avoir quelque chose comme 18 autres qui vont aller en phase 3 clinique. Bon, alors le virus SARS-CoV-2 et la COVID-19. COVID-19, c'est la maladie. Le virus, il s'appelle le SARS-CoV-2 parce qu'il est apparenté le plus au virus du SRAS qui a fait apparition en 2002 à 2004, aussi ici au Canada, et au MERS-CoV, le Middle East Respiratory Syndrome coronavirus. C'est un virus à ARN simple brun avec un génome de 30 kilobases. Ça n'a même pas pris 2 semaines pour séquencer le génome de ce virus. Ça va tellement vite aujourd'hui. Il code pour juste 4 protéines structurales. Ce qui nous intéresse le plus, c'est la protéine S pour spike ou spicule. C'est la protéine qui entre en contact avec son récepteur. Chaque virus a besoin d'un récepteur pour entrer dans les cellules. Un virus, c'est toujours un parasite obligatoire intracellulaire. Il doit entrer dans sa cellule cible pour se multiplier, sinon il ne peut pas se reproduire. Le récepteur du SARS-CoV-2 est le même que pour celui du SRAS. C'est la protéine ACE2, Angiotensin Converting Enzyme. Ça a pris aussi environ 2 semaines pour identifier ça parce que c'est le même que pour le SRAS. Un autre chiffre qui est important pour nous, qu'on va discuter un petit peu plus tard en détail, c'est ce qu'on appelle le R0 ou le R0 en anglais, c'est le Basic Reproduction Number. Ça veut dire combien de personnes vont être infectées par une personne qui est elle-même infectée. Alors, le facteur de multiplication comme vous voulez, qu'on va avoir avec une personne infectée par rapport aux autres.
il y a actuellement 55, presque 56 millions de cas répertoriés au monde. On est à 1,34 million de morts selon le compteur de Johns Hopkins. Et si vous regardez ici, ça se passe pas bien en ce moment. Si vous regardez les cas journaliers, on n'a jamais vraiment réussi à faire, à aplatir la courbe, comme on discutait beaucoup ce printemps et cet été. Alors en ce moment, on monte, c'est pas bon. Alors franchement, on n'est pas dans une situation très agréable et beaucoup de pays sont en train de resserrer la vis, faire des lockdowns partiels et complets parce que les choses se passent pas bien au niveau international. Bon. Professeur Victor, oui. Une petite question. On entend vraiment fort les tic-tac de l'horloge. Ok, je vais l'éteindre. Ok, parfait. Alors, immunité et vaccin. On va parler un petit peu de ce que c'est l'immunité et le système immunitaire. Moi, je vous le dis tout de suite, moi, je suis très fermement convaincu que les vaccins sont fondamentalement une bonne chose. C'est à mon avis, une des plus grandes inventions de l'humanité et de la médecine. C'est de la vraie médecine préventive et c'est une des plus grandes inventions qu'on a jamais faites. Alors, mais comment ça fonctionne? L'immunité, le terme immunité nous vient de la Grèce antique et signifiait dans le temps une exemption à payer des taxes et des impôts. On voit cette signification encore aujourd'hui dans les termes immunité parlementaire ou immunité diplomatique. L'immunité dans le sens médical, immunologique, ça vient aussi de la Grèce antique, de une des premières descriptions qu'on a eues, ça vient de Thucydide dans son livre de la guerre de Péloponnèse où il a décrit ce qu'on appelle la peste d'Athènes. On ne sait toujours pas très bien ce que c'était comme pathogène, mais c'était très dévastateur pour la ville d'Athènes. Il y avait beaucoup de morts. Les morts gisaient dans les rues, personne ne voulait s'en occuper et en fait les seules personnes qui étaient prêtes à soigner les malades et s'occuper des morts étaient ceux qui avaient eu la maladie auparavant parce qu'ils avaient réalisé que la même personne n'était jamais frappée 2 fois par la maladie. Alors, on a eu une protection de la maladie. Et c'est ça l'immunité et le système immunitaire, le fait que certaines maladies nous attaquent seulement une fois et par la suite on est protégé, ce qui veut dire que le système immunitaire est capable de faire un apprentissage et quand on est re-exposé aux mêmes pathogènes, on réagit mieux, le système immunitaire est devenu plus fort et réagit mieux, est mieux capable de combattre ce pathogène-là. Et c'est ça la base des vaccins parce que c'est ça exactement que fait le vaccin. Le système immunitaire, dans ce contexte-là qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle le système immunitaire adaptatif. Il est composé des lymphocytes B et des lymphocytes T. Les lymphocytes B sont les cellules qui produisent les anticorps
beaucoup d'entre vous vont connaître les anticorps ou en avoir au moins parlé des anticorps, des molécules en Y qui se jettent sur leur cible comme des bombes intelligentes qui, avec leurs deux bras, sont capables de reconnaître de manière très spécifique leur cible. Un petit peu moins bien connus sont les cellules T. On en a deux grands groupes. On a d'un côté les cellules tueuses ou les cellules T cytotoxiques qui ont pour fonction de tuer les cellules qui sont infectées par les virus. En principe, je voulais plutôt vous montrer ce monsieur-là ici, mais j'avais peur que les plus jeunes d'entre vous n'allaient pas le reconnaître, alors j'ai choisi l'autre James Bond. Et il y a aussi les cellules T auxiliaires qui ont pour fonction la communication et la régulation des autres cellules du système immunitaire. C'est des cellules qui sont très importantes. Elles s'appellent des cellules T auxiliaires parce qu'elles aident aux cellules B à faire des meilleurs anticorps avec une meilleure affinité. Donc, le système immunitaire adaptatif et la production des cellules B et T de type mémoire qui vivent longtemps et aussi de faire une augmentation de l'affinité, ce qui veut dire de la qualité des anticorps qui vont mieux reconnaître leur cible et de coller mieux sur leur cible et d'essayer d'éliminer la cible de leur reconnaissance. Bon, le vaccin à ce moment-là est quelque chose de conceptuellement très simple. C'est un vrai faux pathogène. Alors, c'est quelque chose qui ressemble à un pathogène, mais qui est suffisamment affaibli pour ne pas nous rendre malades. Alors, on trompe le système immunitaire à penser qu'on est infecté, mais le pathogène est suffisamment affaibli pour ne pas nous rendre malades. On a certaines attentes à un vaccin, à un bon vaccin. La première attente est évidemment que ça doit être sécuritaire. Les vaccins sont les médicaments les plus surveillés et les plus contrôlés de tous les médicaments qu'on a. Pour la simple raison, on les donne à des personnes qui sont en santé, c'est de la médecine préventive, et on les donne à des très grands nombres de personnes, des millions ou voire des centaines de millions de personnes. Évidemment, on aimerait aussi avoir une protection à long terme, que le vaccin dure longtemps, idéalement pendant plusieurs années, ou voire même à vie, qu'il nous protège de la maladie. Un caractéristique très intéressant et très important, c'est ce qu'on appelle les anticorps neutralisants, que je vais vous expliquer dans le prochain diapo. C'est ça ce qu'on considère toujours comme un peu le standard des vaccins. On a besoin d'une réponse des cellules T, surtout des cellules TH, les T auxiliaires, mais aussi des cellules T cytotoxiques, et on a des considérations pratiques. Si vous avez suivi un petit peu les nouvelles dernièrement, on a parlé des nouveaux vaccins qui sont mis au point par la compagnie Pfizer. On a parlé beaucoup du fait qu'elles ont besoin d'être stockées à des températures très basses de moins 80 degrés. Et ça pose des problèmes logistiques de manière sérieuse. Il y a aussi d'autres considérations, combien ça coûte et comment on le distribue, et ainsi de suite, qui sont importants dans ce contexte-là.
Bon, alors les anticorps neutralisants. Les anticorps neutralisants, c'est dans la vaccinologie traditionnelle un petit peu le standard doré, le gold standard de ce qu'on aimerait avoir. J'ai ici la protéine de Spike. J'ai oublié tout à l'heure de vous en parler de la protéine de Spike. C'est, oui, non, je vous ai parlé de la protéine de Spike qui interagit avec son récepteur, et des anticorps neutralisants sont des anticorps qui empêchent l'interaction de la protéine de Spike avec son récepteur. Alors, c'est cette fonction-là pourquoi on les caractérise comme anticorps neutralisants. Et c'est des anticorps qui, à eux seuls, sont capables de neutraliser le virus et empêcher l'entrée du virus dans sa cellule cible et sa multiplication. C'est une définition opérationnelle, ça se teste avec des tests in vitro, en éprouvette ou en culture de cellules. Alors on mesure la qualité des anticorps neutralisants, la quantité et la qualité de ces anticorps-là, et on juge la qualité du vaccin selon la production des anticorps neutralisants. Ici, vous avez le calendrier des vaccinations et le concept des rappels. C'est pour ça que je vous montre surtout ce calendrier. J'espère que la grande partie de vous, voire la totalité de vous, sont vaccinés selon ce calendrier-là. Et vous avez par exemple ici, pour le premier vaccin de la diphtérie, coqueluche, tétanos, hépatite, polio, hémophilus B, alors c'est 5 ou 6 vaccins dans un seul shot. Dans une seule shot, on a 3 rappels ici. Et on a 2 autres rappels ici. Les rappels, on en a besoin parce que nos pathogènes sont affaiblis. La réponse immunitaire est moins forte, comme s'il s'agissait du vrai pathogène. Alors, on répète les injections, ce qui stimule la réponse mémoire et qui améliore de manière quantitative et qualitative et en durée la réponse immunitaire. Alors c'est quelque chose qu'on a besoin de faire pour beaucoup de vaccins. C'est des données expérimentales sur lesquelles on se base. Combien de rappels j'en ai besoin de faire pour me donner une réponse protectrice à long terme. Alors, pour le Covid-19, on a actuellement les compagnies qui sont en phase 3 clinique fonctionnent pratiquement tous avec un rappel, alors 2 injections avec un laps de temps entre les deux de environ 2 à 3 semaines. Ok, alors ici vous avez un petit peu le schéma, comment on développe des vaccins. En haut, vous avez le schéma classique, ça dure à peu près 15 ans, parfois plus de temps. Il y en a plusieurs vaccins qui ont été en développement pendant 20 ans ou plus. Et là, pour la Covid-19, on aimerait faire ça en un an, 18 mois, quelque chose comme ça. Comment c'est possible? Bon, premièrement, on a eu de la chance que le SARS-CoV-2 est très semblable au virus du SRAS et du MERS. Alors, on a pu se baser sur beaucoup de choses qu'on connaissait déjà de ces 2 autres virus, alors ce qui a passablement
raccourci les essais en culture de cellules et dans les souris, dans les petits animaux, et aussi dans des animaux plus grands comme des primates, des macaques surtout, et aussi des furets, des hamsters qu'on utilise beaucoup pour les études précliniques. Alors là, on a raccourci la phase qui prend plusieurs années normalement en quelques mois. Après, il arrive la phase clinique ou les phases cliniques avec les phases 1, 2 et 3. Je vais vous expliquer tout de suite ce que ça veut dire. Les phases 1, 2 et 3, normalement, ça se passe de manière consécutive et ça prend plusieurs années. Ici, on chevauche les phases, on a des essais phase 1, phase 2 ou phase 2, phase 3 combinés. Ça, c'est quelque chose qui se fait aussi pour d'autres médicaments de plus en plus maintenant pour gagner du temps. Évidemment, ça risque, c'est un petit peu plus risqué dans le sens on risque de faire un investissement pour un médicament qui finalement ne va pas aboutir à un licenciement, à une licence. Et on a aussi beaucoup de compagnies ont déjà commencé à produire du vaccin à risque pour être plus prêt à distribuer le vaccin quand ça sera prêt et quand il y aura l'approbation de la FDA, de Santé Canada, de la EMA européen qui, eux, doivent approuver beaucoup plus rapidement que habituellement le nouveau vaccin. Mais avec tout ça, c'est très critique qu'on reste dans une situation où on coupe pas trop les coins. Il y a aujourd'hui, cette nouvelle est sortie, que la FDA a dit que même avec des données qui sont très impressionnantes, que je vais vous expliquer tout de suite, les nouvelles données qui sont sorties la semaine passée et cette semaine, même avec ça, leur approbation va durer des semaines et pas des jours. Et même ça, quelques semaines, c'est super rapide. Normalement, ça prend facilement 1 à 2 ans pour avoir une approbation. C'est très important ici que on réalise, oui, on aimerait que ça aille vite, mais on ne peut pas faire aussi vite pour que les gens se méfient de la, de la sécurité du processus pour que les gens ne perdent pas confiance que le processus a été fait correctement parce que sinon, ils ne vont pas vouloir se faire vacciner. Alors, c'est très à double tranchant et il faut faire très attention ici qu'on ne met pas en péril la confiance de la population par l'apparence d'un processus qui a été fait trop rapidement. Il y a déjà, vous l'avez peut-être suivi avec nos voisins du Sud et notre futur ex-président, que beaucoup de confiance a été déjà mis en péril quelque part par des promesses vides qu'on allait avoir un vaccin très rapidement avant les élections présidentielles et ainsi de suite. Bon,
Les phases cliniques d'un essai clinique, il y a 3 phases habituelles. La phase 1, c'est la première, c'est avec quelques volontaires humains. Clinique veut dire chez l'humain. Les phases précliniques sont dans les animaux, clinique veut dire chez l'humain. Phase 1, on a quelques dizaines jusqu'à une centaine de volontaires. La grande question pour la phase 1, c'est la sécurité. Et comme on est dans les essais pour des vaccins, on va tout de suite aussi regarder est-ce qu'on a une réponse immunitaire. C'est facile à faire, c'est une prise de sang. Même si le focus est sur la sécurité, on regarde tout de suite est-ce qu'on a aussi une réponse sécuritaire. Phase 2, phase 3, la première question, c'est toujours la sécurité. Ça reste partout. La phase 2, elle va nous donner la bonne dose et la bonne cédule de vaccination. Est-ce qu'on vaccine une fois, 2 fois, 3 fois? Est-ce qu'on répète la vaccination à 2 semaines, à 3 semaines, à 4 semaines? Quelle dose du vaccin on utilise? C'est ça les questions qu'on pose dans la phase 2. Et évidemment, on regarde encore une fois la réponse immunitaire qu'on a chez les personnes, quelques centaines habituellement dans ce contexte-là. Une fois qu'on a trouvé la bonne dose et la bonne cédule, on passe à la phase 3. La phase 3, c'est maintenant la phase de l'efficacité. On veut savoir si notre vaccin fonctionne, est-ce qu'il protège? Et pour ça, pour les vaccins, on a besoin de beaucoup de volontaires. On a habituellement pour les essais en phase 3 qui sont actuellement en route pour la COVID-19, on a entre 30 et 60 000 volontaires. Il faut faire ça évidemment avec un contrôle placebo des gens qui reçoivent de la saline au lieu de recevoir le vaccin sans que personne ne sache qui a reçu le vaccin et qui a reçu la saline. Et avec ça, on va déterminer si le vaccin est bon, si on peut le approuver. S'il est approuvé, on a pour des vaccins, pour d'autres médicaments aussi, mais pour les vaccins, assurément, on a une analyse post-approbation qu'on appelle parfois aussi des essais en phase 4 où on va suivre à long terme les personnes qui ont été vaccinées pour savoir si tout se passe bien. Souvent, les autorités comme Santé Canada vont mandater les compagnies pharmaceutiques à faire ces essais de phase 4. Le problème avec notre COVID-19 ici, c'est qu'est-ce qu'on est capable de tester avec un essai de même si on a 30 à 60 000 personnes qu'on va analyser. On pense évidemment qu'on aimerait savoir si les gens sont sévèrement malades, est-ce qu'ils vont être hospitalisés, est-ce qu'ils vont mourir? Et aussi l'autre question, est-ce qu'on va couper dans la transmissibilité? Est-ce que les gens vont être encore contagieux? Est-ce qu'on va obtenir ce qu'on appelle l'immunité de groupe ou pas? Et finalement, comme c'est décrit dans cet article-là, pour la COVID-19, avec le nombre de personnes qu'on a et avec le temps qu'on aimerait passer sur ces essais-là, parce qu'on est pressé, on n'est pas capable de faire ça.
En fait, ce qu'on regarde, la positivité pour la COVID-19 veut dire on a des symptômes, la toux, la fièvre, et on est positif pour un test moléculaire qu'on appelle la PCR. C'est pas important ce que c'est, ça détecte la présence du virus. Alors, c'est pas basé sur des maladies sévères parce qu'il y en a trop peu. Alors, les essais cliniques sont axés sur quelque chose comme 150 à 2000 personnes 150 à 200 personnes qui vont devenir malades. Et là-dedans, on ne va pas avoir assez de cas sévères pour être certain si on a vraiment une différence, à moins qu'on a de la chance, comme vous allez le voir tout à l'heure, on a quand même les premières données dans ce contexte-là. On a aussi la question, est-ce qu'on va avoir suffisamment de personnes, des sous-groupes qu'on aimerait regarder comme des personnes âgées, des minorités, des enfants. Dans les tests cliniques actuels, les personnes de moins de 18 ans sont normalement exclues, alors on ne va pas pouvoir leur donner le vaccin parce qu'ils n'ont pas été testés pour l'instant. OK, là, on va entrer dans les vaccins qui sont actuellement en route, qui sont testés. Vous avez probablement entendu parler du Operation Warp Speed des Américains, qui est une grande manne d'argent qui a mis quelque chose comme 20 milliards de dollars dans le circuit pour essayer de développer des vaccins le plus rapidement possible. Ça paraît beaucoup d'argent, mais juste pour vous donner une relation, on estime que la campagne des élections présidentielles aux États-Unis a coûté 14 milliards de dollars, alors les 20 milliards de dollars ici, ça me paraît pas trop. En fin juillet 2020, l'Operation Warp Speed a annoncé ces 9 compagnies avec lesquelles elle a fait des accords pour les différents types de vaccins. C'est important pour nous ici au Canada parce que le Canada s'est passablement aligné sur les compagnies qui ont été sélectionnées par le Operation Warp Speed, comme je vais vous le montrer tout à l'heure. Alors, le Operation Warp Speed est quand même intéressant et important pour nous aussi. Les différents types de vaccins, je vais vous les expliquer tout de suite. Pour l'instant, j'aimerais juste vous mentionner que les compagnies en rouge que vous voyez ici sont tous des compagnies qui n'ont jamais encore mis de produits sur le marché. Alors, vous pouvez penser de ça ce que vous voulez. Moi, je trouve que ça donne à réfléchir. Ça peut être bon, ça peut être moins bon, mais c'est quand même remarquable. Alors, les vaccins qui sont actuellement en phase 3 clinique, alors les plus avancés, on en a 3 qui sont des vaccins inactivés, c'est tous des vaccins chinois. On a 4 qui sont des vecteurs viraux non réplicatifs, c'est des adénovirus. Je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure. On a 2 ARN et 1 sous-unité de protéines. Ça, c'est les essais qui sont actuellement en phase 3 clinique. Et on va regarder tout de suite ce que ça veut dire. Alors, je vais commencer avec les vaccins les plus traditionnels qu'on fabrique depuis
presque une centaine d'années, 1925, il y avait les premiers qui ont été fabriqués de ce type-là. On fait pousser le virus en culture de cellules, le virus sauvage, et on le inactive chimiquement, par exemple avec du formaldéhyde ou de bêta-propionolactone, comme c'est utilisé ici. On pourra le faire aussi avec de l'irradiation. On tue le virus, mais on essaye de garder sa structure tridimensionnelle intacte. On ajoute ce qu'on appelle un adjuvant. Dans ce cas-là, c'est un adjuvant qu'on appelle le alum, que je vais vous expliquer aussi. Et on injecte ça chez les personnes. Ça, c'est effectivement les premiers essais en phase 3 clinique qui ont été faits en Arabie Saoudite, non, excusez-moi, en United Arab Emirates, dans les Émirats. On a 3 vaccins qui sont en phase 3 clinique. On serait dû lentement maintenant pour des résultats de ces essais. Ce n'est pas encore inquiétant, mais les autres 2 que je vais vous montrer, où on a reçu les premiers résultats, ont commencé plus tard. Alors, ça serait, je suis en attente impatiemment pour des résultats de ces essais-là. On n'entend pas beaucoup parler parce que surtout les Américains n'ont pas opté pour ces vaccins-là, alors ils ne sont pas dans le Operation Warp Speed. C'est quand même des vaccins très traditionnels, beaucoup utilisés. Par exemple, le vaccin polio inactivé, le vaccin de Salk. La plupart de vous, les plus jeunes, devraient être vaccinés avec ce vaccin-là. Moi, je suis suffisamment âgé, j'ai eu le polio oral, le vaccin du polio oral. Quand moi j'étais jeune, vous étiez, la plupart de vous, vaccinés avec le polio inactivé, le vaccin du polio inactivé. Les adjuvants, on les a aussi appelés le petit secret sale des immunologistes. C'est Charles Janaway qui les a appelés comme ça. Ça vient de latin adjuvare, qui veut dire aider, contribuer, et est basé sur l'observation qu'on a besoin d'ajouter des produits pour obtenir une bonne réponse immunitaire, sinon l'immunisation se fait pas très bien. En fait, l'adjuvant a 2 effets. On a d'un côté un effet dépôt qui fait que la substance qu'on utilise pour vacciner, qu'on appelle l'antigène, est présentée pendant plus de temps et n'est pas aussi rapidement éliminée du corps. Et la fonction la plus importante, c'est l'activation du système immunitaire inné. C'est une autre branche de notre système immunitaire qui fonctionne un petit peu comme une force de frappe rapide, une force d'intervention rapide, qui réagit plus rapidement que le système immunitaire adaptatif et qui a pour fonction d'activer et d'alerter le système immunitaire adaptatif. Et c'est ça exactement ce qu'on cherche dans le adjuvant, et c'est ça aussi ce qui fait
Dans le site de injection, on a des réactions d'inflammation comme les douleurs, des gonflements, ça devient chaud, on a de la fièvre, des mal de tête, des choses comme ça. C'est très très typiquement ce qui se passe quand on donne des adjuvants, mais ça fait que le vaccin fonctionne mieux que si on ne le donnait pas. Pour l'humain, il n'y en a pas beaucoup de choix des adjuvants. Les plus connus et plus traditionnels, c'est les sels d'aluminium, le alum qu'on utilise depuis 1926. Il y a aussi des émulsions huile dans l'eau, comme le MF59 de Novartis, qu'on utilise depuis une vingtaine d'années pour des vaccins influenza en Europe et une trentaine d'autres pays, et le AS03 de GlaxoSmithKline qu'on a utilisé la première fois en grande échelle en 2009 pour la pandémie de grippe porcine. Tout le monde ici qui a eu le vaccin de grippe en 2009 a eu le AS03. C'est composé d'une huile de squalène, de vitamine E et un émulsificateur alimentaire qui se trouve dans beaucoup des aliments comme des graines glacées ou autres qu'on appelle le polysorbate. Si vous voulez savoir ce que c'est une émulsion huile dans l'eau, un exemple classique, ça serait la mayonnaise ou la lécithine dans le jaune d'œuf fonctionne comme émulsificateur. Alors, c'est ça ce qu'on ajoute à certains vaccins, pas à d'autres. Il y a, par exemple, pas de adjuvants dans un autre type de vaccin très, très traditionnel. C'est le vaccin vivant atténué. C'est un virus qui a été affaibli génétiquement pour qu'il est moins offensif que le virus sauvage. Ça fonctionne très très bien et il y a des souches vaccinales très très importantes qui sont basées sur ce principe-là, comme le polio oral, la souche de Sabin et le vaccin RRO, rougeole, rubéole, oreillon, que vous êtes tous vaccinés contre, j'espère, qui sont des vaccins vivants atténués. Il n'y en a pas encore de candidats de Covid-19 qui sont en phase clinique actuellement, mais je vous raconte ça ici quand même parce que c'est quelque chose de très très important et à long terme, ça pourrait être très important pour donner des nouveaux vaccins aussi contre la Covid-19. Un aspect qui est très intéressant, c'est qu'on peut utiliser ça, par exemple, dans une application intranasale chez des personnes. Ici, je veux vous raconter brièvement comment on fait ce vaccin vivant atténué. Le principe de la compagnie Codagenix, c'est pour les spécialistes de biologie moléculaire uniquement. Les autres, vous pouvez vérifier votre cellulaire pour la prochaine minute pendant que je raconte comment ça fonctionne avec le codon deoptimization. Le codon deoptimization est basé sur le fait que notre code génétique est dégénéré, qu'on a plusieurs codons qui codent pour le même acide aminé. Ça va jusqu'à 6 différents codons par acide aminé, comme par exemple ici le leucine. Et de ces 6 codons, il y en a utilisé quelques-uns beaucoup plus fréquemment que les autres. On a par exemple ici le CUG qui est utilisé beaucoup plus fréquemment que le CUA. Si on a un codon plus rare, ça veut aussi dire que les ARN de transfert sont plus rares.
Alors, si vous allez maintenant par génie génétique remplacer dans le cadre de lecture ouverte de votre virus systématiquement les codons fréquents contre des codons rares, vous allez en quelque sorte, pour faire une analogie, étrangler la ligne de gaz de votre moteur et le moteur va tourner au ralenti, il va commencer à bégayer et il va être affaibli. Ça a le grand avantage que votre virus, dans sa structure, va être complètement de type sauvage. Il est entièrement naturel et entièrement de type sauvage, mais il est sévèrement affaibli. Ça va être très très sécuritaire parce qu'avec les multiples mutations que vous avez faites, vous n'avez pas de chance qu'il va y avoir une réversion vers la forme sauvage. Alors c'est quelque chose de très très élégant et c'est pour ça que je voulais vous en parler de ça. Codagenix fait ça en partenariat avec le Serum Institute of India, qui est le plus grand fabricant de vaccins au monde en termes de doses de vaccins, pas en chiffre d'affaires, mais en doses de vaccins. Alors, en long terme, ça pourrait être très, très intéressant. La voie d'administration que j'avais mentionnée est intéressante dans le contexte où le SARS-CoV-2 est un virus respiratoire, il est transmis avec des aérosols, il infecte les voies aériennes et les poumons. Dans les poumons, on produit un type d'anticorps qu'on appelle le IgG. Dans les voies aériennes supérieures, la cavité nasale, orale, on produit des anticorps sécrétés du type IgA. Maintenant, tous les vaccins qui sont actuellement en essai sont donnés par injection intradermale ou intramusculaire qui provoque une production des anticorps de type IgG. Alors, on provoque une production dans les profondes, dans les voies respiratoires et pas dans le tractus respiratoire supérieur. Ce qui peut dire que éventuellement, même si une personne est protégée, elle va être encore contagieuse. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait éventuellement prévenir avec un vaccin qu'on peut donner par voie intranasale. Une combinaison des différents vaccins peut être évidemment très, très intéressant dans ce contexte-là aussi. Bon, prochain type de vaccin, c'est les adénovirus. C'est des vecteurs qu'on appelle des vecteurs non réplicatifs parce qu'ils ne sont pas capables de se répliquer à l'intérieur de nos cellules. Alors, on a besoin d'injecter des doses assez considérables. Ça donne normalement des infections pas sévères. Ils sont communs pour différentes maladies relativement peu sévères. Évidemment, les vecteurs qu'on utilise ici sont handicapés, affaiblis aussi pour ne pas nous rendre malades. On a beaucoup d'expérience avec ces vecteurs-là dans des essais de thérapie génique ou anti-cancer, mais on a peu d'expérience avec des vaccins. Il y a actuellement un vaccin qui est approuvé contre la rage chez les animaux et on a des problèmes de réponse anti-adéno qui peuvent s'installer parce que beaucoup de gens ont une immunité anti-adéno déjà. Alors, on fait parfois des rappels avec deux différentes approches, deux différents vecteurs, comme on l'a fait par exemple dans
le vecteur adéno-26 ZEBOV, un virus, un vaccin contre l'Ebola de la compagnie Johnson Johnson, qui a été approuvé par la EMA en juillet 2020. Ici, on utilise comme deuxième, comme rappel, tout un autre vecteur vaccinal basé sur un vecteur de vaccinia. Alors, on utilise cette approche ici. Johnson utilise, Johnson utilise le même châssis du adéno-26 actuellement pour le Covid. Bon, les vecteurs réplicatifs, comme le nom le dit, sont capables de se répliquer à l'intérieur de nos cellules et avec ça, ils présentent certains avantages aux vecteurs non réplicatifs. On a besoin des doses plus faibles. Le fait qu'ils se répliquent dans nos cellules fait qu'ils présentent leurs antigènes de meilleure manière, alors ils sont capables de provoquer une meilleure réponse cellulaire. C'est une approche très attractive. Il y a le grand géant dans le domaine des vaccins, la plus grande compagnie avec la plus d'expérience dans les vaccins, c'est la compagnie Merck. Elle a en route actuellement 2 vaccins, seulement entre guillemets, en phase 1 clinique. Un, c'est le VSV, qu'on va voir tout de suite, qui est basé sur le VSV Ebola, qu'ils ont utilisé avec du très grand succès, et l'autre par l'achat de la compagnie Themis, une petite compagnie biotechnologie qui a développé une plateforme de vaccin basée sur le virus de la rougeole. On n'a pas encore beaucoup d'informations sur celui-là, alors je ne peux pas vous en parler de ça. Mais le VSV ZEBOV, il est basé sur le Vesicular Stomatitis virus. C'est un petit virus qui code juste pour 5 protéines qui donne normalement des maladies peu sévères dans des animaux comme les vaches, les chevaux, les cochons. C'est rare chez l'humain et généralement asymptomatique, et on a peu ou pas d'immunité dans la population humaine, ce qui est bon. On utilise un virus vivant atténué où on a retiré la protéine G qui interagit avec le récepteur. Alors on a à toute fin pratique pas de chance de réversion vers la forme sauvage, et on a remplacé la protéine d'enveloppe de Ebola dans ce châssis de virus. En fait, c'est très intéressant parce que le vaccin a été développé initialement au Canada, à Winnipeg, dans le National Microbiology Laboratory de Santé Canada. En 2008-2009, la construction a été vendue à la compagnie américaine Newlink, qui a fait strictement rien avec, et en 2014, lors de la avant-dernière épidémie de Ebola en Afrique de l'Ouest, Newlink a vendu le vaccin avec un très grand profit à la compagnie Merck, et Merck a développé la production et a utilisé ce vaccin lors de la dernière épidémie en République démocratique du Congo de 2018 à 2020, et environ 300 000 personnes ont été vaccinées.
et le vaccin a super bien fonctionné avec une efficacité d'environ 97%. Alors, ça augure bien à un petit peu plus long terme pour ce vaccin-là, pour la COVID. Évidemment, on ne peut jamais être certain que ça fonctionnera exactement pareil, mais je suis quand même assez optimiste pour ce vaccin-là, mais il est actuellement seulement encore en phase 1 clinique. On arrive chez les candidats les plus chauds qui sont actuellement en route, c'est des vaccins à ADN ou à ARN messager. En fait, on touche ici à ce qu'on appelle le dogme de la biologie moléculaire, que l'information génétique est stockée généralement sous forme de ADN et par un processus qu'on appelle la transcription, l'ADN d'un gène est transcrit dans une molécule de ARN messager, une autre molécule de nucléotide simple brun qui contient l'information pour produire une protéine. C'est la protéine qui va faire la job dans le corps par la suite. Dans le cas qui nous intéresse, ce sera la spike protein qui va être produit par le processus de traduction. Les vaccins à ADN ou à ARN utilisent l'ADN qui va être transcrit pour faire de l'ARN messager, qui va faire de la protéine, ou seulement l'ARN messager qui va être traduit pour faire la protéine. Bon, ADN, vaccin à ADN, on donne le gène et on a besoin de donner tous les éléments pour que le gène soit transcrit de manière efficace, un promoteur des séquences autour de ce qu'on appelle le cadre de lecture ouverte qui code pour notre spike protein ou pour le receptor binding domain, le RBD, des séquences en 3' et une queue poly A. Tout ça, on connaît très bien. Les différentes compagnies font tout ça un petit peu différemment. C'est souvent sujet à la propriété intellectuelle pour faire ces constructions-là. C'est très facile à produire en grande quantité. On fait ça dans E. coli. C'est très stable. C'est très facile à changer de cible. On a la construction de base et on change juste la cassette d'expression ici. C'est une des techniques de base de plus basales en génie génétique. Moi-même, j'ai fait ça probablement des milliers de fois en culture de cellules. Ça fonctionne super bien. Chaque biologiste moléculaire a fait ça sans arrêt, si vous voulez. Ça marche en culture de cellules super bien. Par contre, dans le corps d'un animal ou d'un humain, c'est beaucoup plus compliqué. C'est difficile à faire entrer cet ADN dans les cellules, dans le corps. Il y a différentes approches. La compagnie Inovio, qui fait partie du Operation Warp Speed, fait ça par exemple par électroporation des chocs électriques avec un petit appareil. Je pense vous ne mettez pas les doigts dans une prise là quelque part. Ça pose quand même énormément de problèmes parce que ça voudrait dire qu'à chaque endroit où ils veulent faire la vaccination, ils ont besoin d'un de ces appareils-là pour faire leur électroporation. On a généralement besoin des adjuvants, mais ce n'est pas un problème incontournable. Ça peut aller. C'est une technique qui est entièrement nouvelle, il n'y a pas de vaccin ou même d'autres médicaments qui sont sur le marché. Alors,
c'est quand même plus compliqué qu'on pouvait penser. Le vaccin à ARN messager, conceptuellement, c'est un peu plus compliqué que l'ADN parce que c'est un petit peu plus compliqué à produire. C'est toujours assez facile à changer de cible. Ça a des problèmes de stabilité chimique et enzymatique dans le corps. Pour augmenter la stabilité, on change les nucléotides qui sont utilisés. Par exemple, on change le uracile par une pseudo-uridine qui donne le même base pairing ici. Comme l'uracile, ça baisse aussi l'immunogénicité de ces molécules dans le corps. Alors, ça, parce que beaucoup de virus sont basés sur l'ARN, on a des systèmes de détection d'ARN et un ARN nu est son propre adjuvant, si vous voulez. Ça peut être bon, ça peut être mauvais, c'est difficile à contrôler, alors c'est quand même un peu subtil. Ça fonctionne pour l'entrée dans les cellules avec des nanoparticules lipidiques. Ça semble être mieux sous contrôle que pour l'ADN. On en a dernièrement entendu beaucoup parler des conditions de stockage. La compagnie Pfizer avait annoncé que leur produit avait besoin d'être stocké à moins 80 degrés. Si vous pensez qu'un de ces congélateurs moins 80 degrés coûte entre 10 et 15 000 $, alors ça pose un problème sérieux pour la logistique. Encore une fois, comme l'ADN, c'est entièrement nouveau. Il n'y a pas d'autres vaccins, pas d'autres médicaments qui sont sur le marché du même type. Il y a cependant les deux compagnies qui sont le plus avancées dans la course au vaccin. Pfizer, BioNTech et Moderna sont basées sur cette technologie-là. Mais il ne faut pas oublier Moderna, qui est peut-être la compagnie avec le plus d'expérience dans ce domaine-là. C'est une compagnie qui a beau être valorisée à plus que 40 milliards de dollars, elle n'a jamais mis de produit sur le marché. Ici, on a des données d'aujourd'hui. La compagnie Pfizer, BioNTech est une compagnie allemande, ont annoncé des résultats de leur essai clinique phase 3. Ils sont maintenant à la base ils ont 70 cas de Covid-19 dans leurs 43 000 volontaires, 170 000 cas de Covid-19 dans ces 170 000 cas, il y en a 162 dans le groupe placebo qui ont eu la saline et seulement 8 dans ceux qui ont eu la vaccine. Excusez-moi, le vaccin. Des cas sévères, il y en avait 9 sur 10 qui étaient dans le groupe placebo. Alors, ça fonctionne très, très bien. Et il n'y avait pas de problème de sécurité, de innocuité de leurs produits. Alors, on a quand même eu de la chance, si vous voulez, qu'on a déjà une petite idée sur la réduction des cas sévères qui se produit ici. Même chose avec moins de cas, mais sur 90 cas,
mais avec tout à fait le même genre de données de la compagnie Moderna de ce lundi. Alors les deux compagnies, ça s'annonce très très bien. Si vous avez investi au printemps dans la compagnie Moderna, vous avez maintenant quintuplé votre mise. C'est très joli. OK, alors ça, c'est nos deux essais qui sont le plus annoncés. J'en ai encore deux autres à vous présenter. Il y a ce qu'on appelle les virus-like particles. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a une compagnie québécoise qui joue là-dedans. Il y a certaines protéines virales qui auto-assemblent, qui s'assemblent eux-mêmes dans des coquilles qui sont vides, qui ne contiennent pas de génome de virus, mais qui ressemblent énormément à des virus. C'est reconnu par notre système immunitaire comme si c'était un virus. Ça fonctionne super bien. Il y a plusieurs vaccins qui sont basés sur ça, comme le vaccin de l'hépatite B et les deux vaccins du VPH, du papillome humain, qui fonctionnent aussi très très bien, et un vaccin influenza de Medicago. En fait, Medicago, la compagnie québécoise qui est à Québec sur la rive sud, elle produit ses antigènes dans les plantes, c'est ça sa spécialité, dans une plante apparentée au tabac, Nicotiana bentamiana, avec une expression transitoire. Elles expriment un trimère du spike avec une protéine de fusion avec la région transmembranaire et cytoplasmique de l'influenza. Et ils ont publié il y a quelques jours des résultats très très positifs de leur phase clinique 1-2. Ça semble fonctionner très très bien. Ils vont très prochainement aller en phase 3 clinique. Le virus-like particle dans ce cas-là est donné avec le adjuvant AS03 de la compagnie GlaxoSmithKline. GlaxoSmithKline a plusieurs alliances avec d'autres compagnies et il projette de produire 1 milliard de doses de adjuvants en 2021. OK, dernier principe de production, les sous-unités de protéines. C'est très standard aussi, c'est l'expression de la protéine de spike elle-même en culture de cellules par génie génétique et l'injection généralement avec un adjuvant de cette spike protéine dans le corps. On a plusieurs vaccins qui sont courants chez l'humain, qui sont basés sur ce principe-là aussi. Ici, dans le Operation Warp Speed, on a la compagnie Novavax qui produit ce qu'elle appelle des nanoparticules. À mon avis, ça devrait se comporter comme des virus-like particles. Ils utilisent leur propre adjuvant qui est basé sur un détergent non ionique de plantes ensemble avec du cholestérol et du phospholipide. Tout ça, c'est, même si le protein subunit est standard et nouveau, la compagnie Novavax n'a jamais encore mis du produit sur le marché. Il y a 18 mois, ils étaient au bord de la faillite. Leur action valait moins de $1. Ils sont montés cet été à $150 par action. Alors, il y avait des très très bons profits à faire
si on avait investi suffisamment tôt dans cette compagnie-là, mais ils ont quand même actuellement des problèmes de production et ont retardé le démarrage de leur essai clinique aux États-Unis. Ils ont quand même démarré un essai clinique en phase 3 au Royaume-Uni. OK, là, j'aimerais vous parler, j'ai terminé avec les différents principes de vaccins. J'aimerais vous parler de R0 et l'immunité de groupe et la couverture vaccinale. R0 veut dire combien de personnes sont infectées par une personne qui est contagieuse. Ça commence, une fois que c'est plus que 1, on démarre le compteur. À 2, vous êtes déjà dans une série exponentielle. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 et ainsi de suite. Alors, ça va très très vite. On peut être beaucoup plus contagieux que 2. La rougeole est connue pour avoir un R0 de autour de 15 et ça va très très vite le nombre de personnes que vous infectez là. Et évidemment, c'est pour ça qu'on est toujours avec la rougeole aux aguets si un cas se déclare quelque part, parce qu'on a peur que l'immunité de groupe n'est pas suffisante. L'immunité de groupe est démontrée ici dans ce schéma. Ça veut dire que si vous avez dans la population suffisamment de personnes qui sont vaccinées, les quelques personnes qui sont susceptibles à la maladie sont protégées par les autres parce que la maladie n'est plus capable de se propager d'une personne à l'autre. Ici, c'est l'exemple de la rougeole qu'on donne. On utilise toujours l'exemple de la rougeole parce que c'est à peu près la maladie la plus contagieuse qu'on connaît, qui est courante chez nous. Pour le Covid, c'est un petit peu différent dans le sens que le R0 est plus bas. Le R0, il tourne souvent autour de 2,5 quand on le donne. Ça, c'est dans la même zone que l'influenza. Et là, on aurait un seuil de l'immunité de groupe qu'on pourrait atteindre déjà si la couverture vaccinale, selon cette formule ici, si la couverture vaccinale tournait autour de 60 à 70%, toujours en présumant que le vaccin fonctionne à 100%. Mais avec les 2 vaccins de ARN messager que vous avez vus, on a quelque chose comme 95%. C'est à peu près aussi bon qu'on pourrait l'espérer que ça pourrait fonctionner. Alors là, on pourrait obtenir des protections de groupe déjà avec quelque chose comme 70-75% de couverture vaccinale. Les risques, la première chose à savoir, c'est le risque 0 n'existe pas. Il y a toujours des risques. Le meilleur exemple dans ce contexte-là, c'est la souche 2 orale, du vaccin oral, du polio, la souche de Saman. Il y a 3 souches, 1, 2 et 3. Et c'est bien connu que la souche 2 orale réverte vers la forme sauvage par une mutation ponctuelle dans à peu près 1 sur 300 000 à 1 sur 500 000 cas. Alors dans 1 sur un demi-million, vous vaccinez et vous donnez le polio au lieu de protéger contre le polio. Alors, c'est pour ça qu'on a retiré
la souche 2 orale de la vaccination orale du polio en 2016. Dans le cas du Covid-19, ce qui nous intéresse surtout, c'est ce qu'on appelle le Antibody Dependent Enhancement. C'est un phénomène qu'on connaît qui se produit fort heureusement, assez rarement, de manière naturelle. On le connaît le mieux chez le dengue et chez le respiratory syncytial virus, le RSV. Chez le dengue, ce que ça veut dire, c'est la deuxième infection peut être pire que la première. Et c'est les anticorps qu'on a produits chez la première infection qui sont à cause de ça. C'est si les anticorps de la première infection ne sont pas de bonne qualité, elles peuvent faire un enhancement, une augmentation de l'infection lors d'une deuxième infection. C'est quelque chose qui s'est produit naturellement dans le dengue et qui s'est produit en 2017-2018 aussi avec le Dengvaxia de la vaccination contre le dengue. Le mieux qu'on peut dire actuellement, on est à cause du Dengvaxia, on est très à l'affût à cause de ça. Le mieux qu'on peut dire actuellement, c'est chez le Covid, on n'a aucune indication que ça se produit ou que ça va se produire. Mais on ne peut pas le garantir pour l'instant, mais il y a franchement peu d'inquiétude à se faire actuellement à ce sujet. Il y a toujours une estimation, une évaluation à faire. Est-ce qu'on va faire plus de mal que du bien ou est-ce qu'on va faire plus de bien que du mal avec une vaccination? Si on suppose qu'avec un vaccin anti-Covid-19, on va en tuer 1 sur 100 000 personnes. C'est peu probable, mais pas irréaliste. À ce moment-là, si on vaccine 1 milliard de personnes, on va en tuer 10 000. Ça peut paraître beaucoup. En fait, c'est beaucoup. 10 000 personnes, c'est quand même beaucoup. Mais si on pense à la mortalité de la maladie elle-même, actuellement, sur les cas testés, on a une mortalité d'environ 2 à 2,5%. Mais la mortalité va être plus faible parce qu'il va y avoir beaucoup de gens dans la population qui ne sont pas testés et qui sont asymptomatiques. Alors, il faut baisser notre estimation de la vraie mortalité. On ne sait pas très bien comment. J'ai vu des estimations de 0,25 de cas mortalité. Ici, je suis allé encore un petit peu plus conservateur avec 0,1%. Ça nous donne quand même 1 million de morts par milliard de personnes. Alors, vous voyez que même avec 1 sur 100 000 personnes, on serait beaucoup mieux loti si on donne le vaccin que si on laisse faire la maladie. Attendez, ça allait trop vite. Le vaccin pour le Canada. Le Canada a réservé quelque chose comme 400 millions de doses de vaccins. Pratiquement tous les vaccins que vous avez déjà vus, Moderna, Pfizer,
Janssen, AstraZeneca et un Novavax, et aussi qui sort pas de Operation Warp Speed avec Medicago. Évidemment, avec 38 000 personnes, 38 millions de personnes au Canada, on n'a pas besoin de toutes ces doses. Mais le Canada essaye d'être de bon côté pour être au début de la ligne d'attente, comme ils disent ça, quand un vaccin va être disponible et va être approuvé. Le Canada a signé un contrat récemment avec Medicago aussi. Ce qui est intéressant dans ce contexte-là, c'est est-ce que le Medicago va être capable de fournir le vaccin? Ils disent ici dans cet article de la CBC qu'ils vont être capables de produire 100 millions de doses en 2021, mais leur seule usine actuellement est aux États-Unis. Et sur leur site web, ça dit qu'ils vont avoir leur propre usine ici au Québec, prêt à fournir du matériel en 2023. Alors peut-être les 173 millions de dollars que le gouvernement va mettre dans Medicago vont servir à finir l'usine plus rapidement. OK, en dehors du Operation Warp Speed, il y a aussi d'autres initiatives, celle de l'Organisation mondiale de la santé, qu'on appelle aussi le COVAX, mise en partie sur les mêmes compagnies, en partie sur quelques d'autres. Vous voyez ici les investissements qui sont parfois très, très différents. Les grands montants sont généralement pour financer des essais cliniques, les petits montants pour faire du développement préclinique. Alors, vous trouvez ici en partie les mêmes joueurs, en partie quelques d'autres. Comme je vous l'ai dit, il y en a 200 qui essayent de tirer leur épingle du jeu actuellement. Alors, j'arrive à la fin. Comment on a pu faire autant de progrès aussi rapidement avec le vaccin de Covid? On a quand même eu de la chance dans plusieurs regards. On a premièrement affaire à une famille de virus qu'on connaissait déjà relativement bien avec le virus du SRAS et le MERS. On a un point qui est super important, qu'il s'agit d'une infection aiguë où notre corps est capable de se débarrasser complètement du virus. Parce que pour des infections chroniques où on n'est pas capable de manière naturelle à nous débarrasser du pathogène, on a beaucoup plus de problèmes à générer des vaccins. Pensez au VIH, pensez à la tuberculose, pensez à la malaria, juste pour nommer 3. Ça marche pas bien, on n'a pas des bons vaccins, ça fait 40 ans qu'on essaye de développer des vaccins, c'est beaucoup plus difficile. Alors on a eu beaucoup de chance dans ce contexte-là à tomber sur un virus où notre système immunitaire se bat relativement bien contre. Il y a des nouvelles approches. C'est à double tranchant, à mon avis. J'espère que vous avez compris ça. On a évidemment mis beaucoup d'argent dans cette chose-là et on s'attend maintenant que les instances réglementaires vont réagir rapidement aussi. Mon résumé, c'est pour l'instant, ça augure très bien.
mais c'est encore tôt. En phase 3 clinique, de manière générale, il y a quand même un taux d'attrition qui est très très élevé. Il y a beaucoup de produits qui échouent en phase 3. Pour l'Operation Warp Speed et aussi le portfolio du Canada, je me demande si on a fait bien d'investir autant d'argent et d'efforts dans des compagnies et des techniques qui sont plus ou moins entièrement nouvelles. Ma recommandation, si on m'avait demandé et personne ne m'avait demandé, aurait été de tester au moins au Canada un vaccin inactivé avec de l'adjuvance, du Alum, du AS03 ou un autre de GlaxoSmithKline, le AS04. Et avec ça, je termine. Je m'excuse que ça a duré quand même, encore une fois, beaucoup plus de temps que j'avais planifié, mais il y avait tellement de choses à dire. J'arrive à la fin. Je suis prêt à essayer à répondre à vos questions. Merci. Jorge, tu es encore là? Bien sûr, futuriste. Bon, on a 5 questions qui ont été posées. Et, ok. Professeur Victor, est-ce que vous pouvez regarder, avez-vous accès aux questions? Je ne sais pas. Est-ce que tu... Okay. Pour l'instant, je ne vois rien. Ok, mais je vais les lire. Donc, il y a Charles, il pose la question. S'il y a une mutation du virus, est-ce que la vaccine va être encore efficace? Oui, alors ça c'est une question qu'on pose beaucoup en ce moment, la mutabilité du virus. C'est un virus ARN. Les virus ARN ont généralement un taux de mutagénèse plus élevé que les virus à ADN. On connaît bien le virus de l'influenza, par exemple, qui mute beaucoup et c'est pour ça qu'on a besoin de revacciner à toutes les quelques années avec une nouvelle souche de vaccin. Le virus du Covid mute aussi avec un taux de mutagénèse qui est apparemment au moins 2 fois moins que celui de l'influenza. Pour l'instant, on n'a pas vu de mutation qui aurait invalidé la spike protéine et les anticorps neutralisants. Ça ne veut pas dire que ça peut arriver dans le futur, qu'on va devoir échanger la cible, mais pour l'instant, ça ne semble pas être un problème majeur. OK? Ok, si Charles est toujours en ligne, et il pourrait continuer la question. Sinon, ensuite, il y a Marie-Pierre, et elle veut savoir, en continuité avec la question de Charles, si jamais il se trouve qu'une mutation du virus ferait que les vaccins ne seraient plus efficaces, est-ce qu'il faudrait recommencer toutes les phases à partir du début? Si on a besoin d'échanger avec, ça sera plus facile à faire approuver un nouveau vaccin, de changer la cible, de faire approuver. C'est comme on le voit à chaque année avec le virus d'influenza, un vaccin saisonnier. C'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide pour faire le approuver. Je pense que la question en ce moment qui est plus pressante, si vous voulez, plus urgente, c'est combien de temps va durer l'immunité qu'on va obtenir. C'est une question à laquelle personne n'a une réponse actuellement. Personne ne peut répondre, même si le virus ne mute pas,
on ne sait pas combien de temps l'immunité va perdurer. Et c'est ça, à mon avis, la question plus grande que celle de la mutabilité. OK. La question de Valérie. Bonjour et merci. J'ai deux questions. Première, les nanoparticules des vaccins ARN messagers augmentent-elles le prix des doses? Et deuxième, est-il pertinent de... Est-ce qu'ils augmentent quoi? Le prix des doses. Le prix? Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais franchement pas si les vaccins à ARN ou tous les vaccins que je vous ai présentés, si on regarde le coût de production de ces vaccins à large échelle, qui va être le plus cher là-dedans? Ce qu'on peut dire qu'à long terme, un vaccin vivant atténué va probablement être le moins cher à produire. C'est pour ça, par exemple, dans le polio, c'est pour ça qu'on utilise encore le polio oral, parce qu'il est d'un facteur de 10 à 15 moins cher que le vaccin inactivé. Alors, c'est le seul où j'ai une idée. Pour les autres, honnêtement, je pense que ça va être le coût de ces vaccins va être beaucoup plus déterminé par le fait que les compagnies vont regarder combien je peux demander pour mon vaccin et ils vont essayer de demander le maximum pour leur vaccin qui est justifiable. Bien que dans la situation pandémique qu'on se trouve actuellement, il y en a plusieurs des compagnies impliquées ont dit qu'ils vont, pendant qu'on est encore dans la pandémie, ils vont fournir le vaccin au prix coûtant. Alors, sans faire du profit. Ce qui veut évidemment pas dire qu'à long terme, toutes ces compagnies, ben, ils sont là pour ça. Ils espèrent de faire du profit avec leur vaccin. OK, la deuxième partie. Est-il pertinent de vacciner les personnes âgées, sachant qu'elles n'ont plus de thymus? Oui. C'est une excellente question. Il y a en général, les personnes âgées réagissent moins bien au vaccin dans le sens que leur réponse immunitaire est effectivement moins forte, moins bonne, et ça c'est au moins en partie explicable par le fait que leur thymus, le thymus est l'organe qui produit les cellules T, que leur thymus n'est plus fonctionnel ou très peu fonctionnel, mais c'est à double tranchant dans le sens que même si ça fonctionne moins bien, c'est autant plus important de vacciner ces personnes-là parce qu'ils souffrent de manière disproportionnée plus de la maladie. Alors, même si ça fonctionne moins bien, il faut les vacciner parce qu'ils sont plus malades. Alors, c'est à double tranchant. C'est la même chose que avec le vaccin influenza, par exemple. Parfait. Ensuite, il y a la question de Julien Perron. Comment expliquer la hausse de 4,5 à 5% d'efficacité du vaccin de Pfizer annoncé hier comparé à celle annoncée il y a quelques semaines, passe de 90 à 95%? Je pense que c'est facile à
a expliqué dans le sens que Pfizer avait fait leur première annonce la semaine passée sur la base de 94 cas de Covid et il y en avait 8 ou 9 malades là-dedans qui avaient reçu le vaccin. Et c'est tout simplement avec ce faible nombre de personnes qui étaient malades, c'était pas statistiquement significatif. Ils ont augmenté pour cette semaine à 170% et ils ont tout simplement pas eu beaucoup plus de cas dans le groupe des personnes vaccinées qui sont devenues malades. Alors statistiquement, leur vaccin s'est amélioré de 90 à 95% parce que dans la deuxième moitié de malades, il y avait moins de personnes qui étaient vaccinées. Je pense que c'est tout à fait normal, ça m'étonne absolument pas avec le faible nombre de personnes vaccinées qui étaient malades, ça peut arriver très très facilement. Ok, Ok. merci. Ensuite, il y a Anthony. Comment vous l'avez mentionné, l'étape normale pour le développement d'un vaccin est d'environ 10 à 15 ans. Avez-vous des peurs ou réticences par rapport à la rapidité du développement du vaccin contre la COVID-19? Que direz-vous à quelqu'un qui aurait peur pour ces raisons? Oui, alors c'est évidemment à cause de ça que j'ai mes petits cobayes et petits lapins ici sur le diapo. Alors, pour poser la question, est-ce qu'on est tous avec ce vaccin-là des cobayes? Et le lapin, il ne se trouve pas par hasard ici non plus, parce qu'en allemand, on serait un Versuchskaninchen, un lapin d'essai et pas un cobaye. Moi, je dirais oui puis non, dans le sens que il est inévitable que certaines informations, on n'a pas à cause du court laps du temps. Alors, on n'a pas l'information sur des possibles séquelles à long terme qui peuvent s'installer après 1 ou 2 ou 3 ans après la vaccination, qui serait théoriquement possible. On ne peut pas l'avoir, cette information, si on veut vacciner le monde maintenant. C'est tout simplement pas faisable. Mais moi, avec tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, y compris le processus d'approbation et tout ce qui va se passer, moi, ça m'inquiète pas outre mesure. Moi, si Santé Canada approuve un vaccin, je pense que je serai tout à fait prêt à me faire vacciner parce que moi, je commence à être dans un groupe d'âge des personnes qui souffrent plus de la COVID-19 et même les personnes plus jeunes, les séquelles peuvent être très très sévères. On ne parle pas beaucoup de ça, mais il y en a quand même beaucoup de personnes qui ont des séquelles à assez long terme de cette infection-là. Quand cette infection est sévère, il y a beaucoup de dégâts au niveau des poumons, il y a de la scarification, les fonctions de poumons sont affectées à long terme. C'est quand même sérieux comme maladie. Alors, dans ce sens-là, moi, je pense que ça vaut le risque de se faire vacciner. Oui. Jorge? Oui, oui, c'est juste. OK. Une autre question, dernière question du public.
Jean-Philippe, il pose la question, nous avons beaucoup entendu la recommandation de se faire vacciner contre la grippe cet hiver pour éviter de combiner les deux menaces du virus. Qu'en pensez-vous? Et est-ce que selon vous, on devrait vacciner un maximum de gens contre la grippe cette année? On essaye de vacciner le plus de possible contre la grippe. Cette année, c'est tout à fait, les gouvernements ont commandé plus de doses de vaccins, on fait plus de publicité. Je pense que ça joue à plusieurs niveaux, dans le sens que dans une saison de grippe habituelle, les hôpitaux ont déjà de la peine à gérer les cas de grippe saisonnière. Si ils ont besoin de dealer avec la Covid et avec la grippe en même temps, ça va sûrement empirer le problème de manière considérable. Il y a aussi la question à laquelle on n'a franchement pas de réponse actuellement. Qu'est-ce qui va arriver à une personne qui va s'infecter avec les deux virus en même temps, ce qui est tout à fait possible. Moi, j'imagine que ça va passablement aggraver le cas, la condition de cette personne-là. Moi, personnellement, je me suis fait vacciner contre la grippe. C'est pas grand-chose parce que je le fais normalement à tous les ans parce que j'ai l'impression que pour moi, ça fonctionne très, très bien. Moi, je pense que c'est une bonne idée de le faire et c'est une bonne stratégie. Ok, pour finir, moi j'ai une petite question, professeur Victor. Est-ce que ça serait envisageable d'éradiquer la COVID-19 si on fait une campagne de vaccination assez significative ou le virus il va rester parmi la population? Bonne question. Ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend du succès, de l'efficacité du vaccin, du taux de vaccination. Si on est avec une efficacité de 95% et on vaccine 90% de la population, je pense qu'on devrait avoir on a la possibilité d'avoir un effet d'immunité de groupe très important. Si ça va être éradiqué, c'est une question, mais en fait, il faut poser aussi la question que j'ai ici sur mon diapo. C'est pour ça que j'ai mis l'immunité de groupe ici. C'est la question si avec la voie d'administration intramusculaire, intradermale qu'on a actuellement, est-ce qu'on coupe dans la transmissibilité du tout? On le présume pour l'instant. On espère, mais on ne le sait pas. Alors, à cause du fait qu'on infecte aussi le tractus supérieur de notre tract respiratoire, on pourrait là avoir la situation que les personnes ne deviennent pas malades, mais sont encore contagieuses. Alors, c'est tout à fait possible. Et si c'est ça le cas, on ne va pas avoir de succès avec, en termes d'immunité de groupe. Alors, c'est quelque chose qui reste à voir, auquel on ne peut pas répondre actuellement.
Parfait. Merci beaucoup, professeur Victor. J'ai encore une question que moi je voulais poser. Si il y a par hasard des juristes dans l'auditoire, une question qui sera très intéressante, c'est qui va assumer les risques de la campagne de vaccination. Ça, c'est quelque chose qui s'est vu en 2009 pour la grippe porcine, où les compagnies pharmaceutiques ont refusé de porter le risque pour la vaccination sous explication qu'ils n'avaient pas eu le temps de faire toutes les vérifications de l'innocuité de leurs produits et ils avaient fait porter le risque au gouvernement qui administrait le vaccin. Alors, je pense que j'ai pas entendu parler de ça du tout pour l'instant pour la COVID-19, mais je m'attends à quelque chose de semblable que les compagnies pharmaceutiques vont essayer d'avoir des clauses dans leur contrat de livraison que c'est en fait les gouvernements des différents pays qui vont porter le risque si jamais il y a des séquelles à long terme, par exemple, du vaccin, que c'est pas eux qui portent le risque, mais les gouvernements dans les pays où c'est administré. Alors, ça sera quelque chose à voir. OK. Merci à tout le monde. Merci beaucoup tout le monde qui est resté avec nous quand même. Il y a 57 personnes qui ont resté avec nous jusqu'à la fin. Et bien au-delà du temps prévu. Et j'espère que tout le monde a appris quelque chose de cette présentation. Merci beaucoup, professeur Victor. Et s'il y a quelqu'un qui a encore des questions, n'hésitez pas à nous écrire à promotion.rexus@commercial.Sherbrooke. Nous sommes le groupe pour la promotion de la science et je vais être vraiment heureux de vous répondre. Merci beaucoup tout le monde et bonne soirée.